Il était 3 heures du matin quand Idriss sursauta dans son lit. La villa était plongée dans un silence lourd, mais il était sûr d'avoir entendu une voix, un murmure grave et familier, juste à côté de son oreille. « L'Idriss, pourquoi ?» Son corps se glaça. Ce nom, cette intonation, c'était Malik. Il se leva, traversa le couloir aux lumières tamisées, mais chaque pas résonnait comme dans une maison vide. Par la baie vitrée, les lampadaires de la ville éclairaient ses voitures de luxe, alignées comme des trophées. Pourtant, derrière ce décor de richesse, il sentait un vide qui lui rongeait le cœur. Pour comprendre comment il en était arrivé là, il faut revenir en arrière, bien avant les villas, les comptes en banque et les vêtements hors de prix. Il y a 15 ans, Idriss, Karim, Samuel et Malik n'étaient que 4 adolescents d'un quartier populaire, soudés comme des frères. Ensemble, ils avaient survécu aux humiliations, aux bagarres, aux petites combines pour gagner quelques pièces. Unis par une promesse, sortir de la misère, coûte que coûte. Mais les années passèrent, et les rêves s'effritèrent. À 27 ans, aucun d'eux n'avait de véritable emploi. Les dettes s'accumulaient, les disputes familiales s'intensifiaient, et l'espoir devenait un luxe qu'ils ne pouvaient plus s'offrir. C'est dans cette période sombre qu'Idriss disparut pendant plusieurs jours, pour revenir avec une proposition qui changerait leur destin à jamais. Un pacte. Une seule nuit, un seul geste, et leur vie basculerait dans l'abondance. Mais ce que personne ne leur avait dit, c'est que ce genre de marché ne se règle jamais en une seule fois. Ce soir-là, dans la pénombre de sa chambre, Idriss sentit de nouveau cette présence. L'odeur d'encens, les murmures, et au loin, un rire. Un rire qui lui glaça le sang. Avant d'en arriver à cette nuit maudite, il faut remonter à leur début, quand 4 enfants croyaient encore que l'amitié était plus forte que l'argent. Le soleil déclinait sur le quartier poussiéreux, baignant les ruelles étroites d'une lumière rougeâtre. Idriss, Karim, Samuel et Malik, alors âgés de 13 ans, couraient pieds nus après un vieux ballon dégonflé. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était un moyen d'oublier la faim qui tiraillait leur ventre. Dans cette pauvreté, chaque éclat de rire était une victoire. Mais ce soir-là, ils ne riaient pas seulement pour s'amuser. Ils riaient pour cacher une peur, celle de grandir dans un monde qui semblait déjà décidé à les briser. Un groupe d'adolescents plus âgés, membres d'un gang local, s'approcha. L'un d'eux arracha le ballon des mains de Malik et le jeta dans un caniveau. « Vous ne serez jamais rien », ricana-t-il. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Idriss, fou de colère, fit un pas en avant, mais Karim le retint. Samuel, plus calme, murmura. « L'un jour, on leur prouvera le contraire. » Ce fut ce soir-là, assis sur un trottoir craquelé, que naquit leur pacte d'amitié, ne jamais se séparer, et tout faire pour sortir de la misère ensemble. Leurs regards s'illuminèrent d'un mélange de détermination et d'innocence. Pour eux, la promesse n'avait rien de symbolique. C'était une ancre à laquelle ils s'accrochaient dans la tempête. Malik, le plus doux du groupe, leur rappela que la vraie force venait de l'unité. Idriss, déjà ambitieux, voyait plus loin, il rêvait de grosses voitures et de villas. Karim voulait mettre sa famille à l'abri. Samuel, lui, cherchait la reconnaissance. Il ne savait pas encore que ses désirs, aussi purs soient-ils, seraient un jour déformés par la tentation. À partir de ce jour, ils devinrent inséparables. Ensemble, ils aidaient les plus jeunes, esquivaient les embrouilles avec les gangs, partageaient chaque repas, aussi maigre soit-il. Les soirs d'électricité rare, ils s'asseyaient autour d'une bougie et parlaient de l'avenir. Idriss dessinait des voitures sur un vieux cahier, Karim parlait de voyage, Samuel imaginait ouvrir un commerce, Malik rêvait de construire une école. Leurs rêves étaient grands, mais leur monde était petit. Chaque promesse prononcée à la lueur de cette bougie semblait un serment gravé dans la pierre. Pourtant, la vie n'a jamais eu pitié des rêves fragiles. Les années suivantes, la pauvreté devint plus lourde, les occasions plus rares, et la rue plus dangereuse. À 18 ans, ils comprirent que quitter l'école signifiait entrer dans un engrenage sans fin, petits boulots, humiliations, dettes. Mais, malgré tout, ils restaient unis, jusqu'au jour où une première fissure apparut. Une fissure invisible mais profonde, née d'un simple regard d'Idriss, perdu dans le vide, comme s'il pensait déjà à quelque chose que les autres ne pourraient pas comprendre.
À 18 ans, leur rire d'enfant avait laissé place à des regards fatigués. La fin des études les avait jetés brutalement dans un monde où chaque jour était une lutte pour survivre. Idriss portait des sacs de ciment sur des chantiers poussiéreux, Karim lavait des voitures au bord de la route, Samuel poussait un vieux chariot pour vendre des cacahuètes, et Malik réparait des téléphones dans une échoppe minuscule. Leurs mains étaient déjà marquées comme celles d'hommes usés, alors qu'ils n'étaient encore que des jeunes. L'avenir semblait reculer à chaque pas qu'ils faisaient vers lui. Un soir, autour d'un repas maigre, un seul poisson partagé en 4, l'Idriss lança, la voix amère. On avait promis de changer nos vies, mais regarde-nous. Il observa ses amis, cherchant dans leurs yeux la même rage qu'il ressentait. Karim tenta de le rassurer, parlant de patience. Samuel évoqua des idées de petit commerce. Mais Idriss secoua la tête. Pour lui, ces petits rêves ne suffiraient pas. C'était ce soir-là qu'il commença à croire que seule une action radicale pourrait les sortir de ce trou. Les mots d'Idriss restèrent gravés dans l'esprit de chacun. Malik, plus naïf, pensait encore que le travail et la persévérance finiraient par payer. Karim, plus réaliste, savait que dans ce quartier, l'ascension sociale relevait presque du miracle. Samuel, silencieux, observait Idriss avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Il y avait dans ses yeux cette lueur étrange, comme une faim qui ne se calmerait jamais. Une faim dangereuse. Mais personne n'osa lui dire que cette obsession pourrait les mener vers un point de non-retour. Ils continuèrent à travailler dur, à multiplier les petits jobs, parfois à la limite de la légalité. Idriss proposa d'investir dans un plan douteux pour revendre des pièces détachées, mais l'affaire tourna court. Les dettes s'accumulèrent, les disputes éclatèrent. Pourtant, malgré les tensions, ils restaient ensemble. Le soir, ils se retrouvaient toujours au même carrefour, assis sur un muret, à regarder les voitures de luxe passer. Idriss ne parlait plus beaucoup, mais ses yeux suivaient chaque véhicule comme s'il cherchait à comprendre comment rejoindre ce monde brillant qui les ignorait. Un après-midi étouffant, alors qu'il rentrait d'un chantier, Idriss disparut. Personne ne sut où il était parti. Ni Karim, ni Samuel, ni même Malik ne reçurent un appel ou un message. 3 jours plus tard, il réapparut, vêtu d'une chemise propre, le visage plus confiant, presque différent. Ce soir-là, il sourit mystérieusement et leur dit : « J'ai trouvé un moyen. » Il ne révéla rien d'autre, mais ce fut le début d'un changement irréversible dans leur destin. À 25 ans, leur visage avait vieilli prématurément. Les dettes s'empilaient comme des murs invisibles autour d'eux. Idriss devait de l'argent à des usuriers dangereux, Karim n'arrivait plus à payer les soins de sa mère malade, Samuel voyait ses maigres économies disparaître pour nourrir ses petits frères, et Malik travaillait toujours sans jamais voir son salaire suffire. Chaque jour, la pression se resserrait comme une corde autour de leur cou. Leur conversation n'était plus que chiffres, factures, et promesses brisées. Idriss, lui, restait étrangement calme, comme s'il attendait quelque chose. Un soir, alors qu'ils buvaient du thé sur leur muret habituel, Idriss leur raconta qu'il avait rencontré un homme influent. Pas un politicien, ni un homme d'affaires ordinaire, quelqu'un qui avait le pouvoir de changer leur vie du jour au lendemain. Il ne donna pas de détails, mais évoqua un rituel ancestral capable d'ouvrir toutes les portes de la richesse. Karim éclata de rire, croyant à une blague. Malik fronça les sourcils, mal à l'aise. Samuel, lui, sentit un frisson dans son dos. Idriss ne plaisantait pas, et ça, c'était inquiétant. Les 3 autres échangèrent des regards lourds de non-dits. Malik était convaincu qu'Idriss, poussé par la misère, se laissait entraîner dans des histoires dangereuses. Karim pensait à toutes les arnaques qui circulaient dans leur ville et voyait ça comme une perte de temps. Samuel, plus curieux, hésitait entre peur et fascination. Mais Idriss parlait avec une assurance inhabituelle, presque arrogante, comme s'il avait déjà vu la richesse de ses propres yeux. Et cette certitude se mit à germer, lentement, dans l'esprit de ses amis. Pendant les jours qui suivirent, Idriss disparut à plusieurs reprises. Il revenait toujours avec ce même sourire énigmatique et des phrases mystérieuses. Les pauvres restent pauvres parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait les sauver. Les dettes augmentaient, les créanciers devenaient menaçants, et chaque problème ajoutait un poids supplémentaire sur leurs épaules. Finalement, Idriss leur proposa un rendez-vous dans un endroit isolé, loin de leur quartier. Il leur promit qu'après cette rencontre,
il n'aurait plus jamais à se soucier de l'argent. La nuit prévue, alors qu'il marchait vers ce lieu inconnu, Malik sentit un malaise grandir en lui. L'air semblait plus lourd, et même les bruits de la ville paraissaient lointains. Arrivé devant une maison ancienne, presque en ruine, Idriss s'arrêta et dit : « Ce qui va se passer ici restera entre nous, pour toujours. » Puis il frappa à la porte. Celle-ci s'ouvrit lentement, révélant un homme vêtu d'un long boubou noir, dont le regard transperça chacun d'eux. L'intérieur de la maison était faiblement éclairé par des bougies disposées en cercle. Une odeur d'encens et de bois brûlé flottait dans l'air, rendant l'atmosphère à la fois apaisante et oppressante. L'homme au boubou noir les invita à s'asseoir sur des nattes usées. Son regard, profond et pénétrant, semblait lire en eux comme dans un livre ouvert. Malik sentait son cœur battre plus vite, tandis qu'Idriss restait parfaitement détendu. Puis, d'une voix grave et lente, l'homme prononça ces mots. « Tout ce que vous désirez est à portée de main, mais chaque porte a son prix. » Il leur parla d'un ancien rituel, transmis de génération en génération, capable d'attirer richesse et pouvoir au-delà de toute imagination. Pas de jeu de hasard, pas de travail acharné, une seule nuit suffisait pour changer le destin. Mais il ne s'agissait pas d'un sacrifice animal ou symbolique. Ce qui est le plus précieux doit être offert, dit-il en fixant chacun d'eux. Samuel fronça les sourcils. Karim évita son regard. Malik, lui, se mit à transpirer, sentant que quelque chose d'obscur se dessinait derrière ses paroles. Idriss buvait chaque mot comme une promesse d'avenir. Karim oscillait entre curiosité et peur, se demandant si tout cela n'était pas qu'un piège. Samuel avait le regard fixé sur le sol, comme pour éviter de se laisser séduire. Malik, lui, n'arrivait pas à détacher ses yeux de cet homme. Chaque phrase semblait pénétrer son esprit, réveillant des images qu'il ne voulait pas voir, des visages disparus, des mains tendues dans l'ombre. Une sueur froide glissa le long de sa nuque. Il ne comprenait pas encore que le danger n'était pas seulement dans les mots, mais dans le silence des autres. L'homme sortit une petite boîte sculptée et l'ouvrit. À l'intérieur, une poudre rouge sombre et un morceau de tissu imbibé d'un parfum étrange. La porte s'ouvrira si vous acceptez. Mais sachez ceci, une fois franchi, il n'y a pas de retour. Idriss hocha la tête sans hésiter. Karim demanda ce qu'il fallait donner en échange. L'homme sourit, révélant des dents jaunies. Ce qui vous lie deviendra ce qui vous perdra. Le silence qui suivit pesa lourd, comme si ces mots venaient de condamner quelque chose en eux. En sortant de la maison, l'air de la nuit leur parut différent, plus dense, comme chargé d'électricité. Idriss marchait devant, presque euphorique, alors que Karim et Samuel échangeaient des regards inquiets. Malik, lui, avait l'impression que cet homme connaissait déjà leur secret le plus intime. Ce soir-là, alors qu'ils se séparaient, Idriss lança d'une voix basse. « J'ai trouvé le prix, et je sais qui le paiera. » Ces mots, Malik ne les entendit pas. Mais pour les deux autres, ils résonnèrent comme le début d'un piège qui allait bientôt se refermer. 2 nuits après la rencontre avec l'homme au boubou noir, Idriss convoqua ses amis dans un terrain vague, à l'écart des regards. Le vent soulevait la poussière autour d'eux, et le ciel couvert semblait retenir sa pluie. Idriss avait ce regard fixe, comme possédé par une idée qu'il refusait de lâcher. Sans détour, il lâcha. Le rituel exige un sacrifice humain, et ce sera Malik. Le silence tomba comme une gifle. Karim recula d'un pas, Samuel resta bouche bée. Malik, surpris, éclata de rire, croyant à une mauvaise blague. Mais Idriss ne souriait pas. Idriss expliqua que le rituel ne pouvait fonctionner qu'avec une personne liée par le sang du cœur, quelqu'un qu'ils aimaient comme un frère. C'est la seule façon de briser notre destin misérable, affirma-t-il. Karim protesta violemment, Samuel tenta de raisonner Idriss, mais celui-ci leur parla d'argent, de maison, de voiture, de respect. Il leur rappela chaque humiliation subie, chaque nuit passée à avoir faim, chaque rêve brisé par la pauvreté. Et plus il parlait, plus ces mots creusaient un trou dans leurs convictions. Ce n'est qu'un choix, vivre ou continuer à survivre, conclut-il. Karim sentit son estomac se nouer. L'idée de trahir Malik le hantait déjà, mais les images de dette et de faim le torturaient aussi. Samuel, partagé, imaginait le confort que cette richesse pourrait apporter à sa famille. Malik, encore dans l'ignorance, continuait de sourire,
pensant qu'Idriss exagérait. Idriss, lui, observait ses amis comme un joueur de cartes sûr de sa main, attendant que la tentation finisse par les briser. Le plus terrifiant, c'était cette lueur dans ses yeux, non pas la folie, mais la conviction absolue. Les jours suivants, Idriss multiplia les conversations en tête-à-tête avec Karim et Samuel, jouant sur leur peur et leur désir. Il rappela à Karim les menaces que faisaient peser les usuriers sur sa mère. Il rappela à Samuel qu'il pourrait enfin mettre ses frères à l'abri et se faire respecter. Chaque argument entamait un peu plus leur résistance. Malik, de son côté, ne voyait rien venir. Il croyait encore que leur amitié était indestructible. Idriss, lui, fixait déjà une date pour le rituel. Une semaine plus tard, alors que Malik riait en partageant un repas, Karim et Samuel évitaient son regard. Idriss, assis en face, ne disait rien. Seul le bruit des cuillères heurtant les assiettes rompait le silence. Soudain, Idriss leva les yeux vers eux et dit calmement. « C'est décidé. » Ni Karim ni Samuel ne répondirent. Mais au fond d'eux, ils savaient qu'ils venaient de franchir une ligne invisible. Une ligne dont on ne revient pas. La pluie tombait dru ce soir-là, martelant la tôle du petit abri où Idriss avait réuni Karim et Samuel, loin des oreilles de Malik. Le vacarme des gouttes couvrait leur voix, mais l'atmosphère restait lourde, presque suffocante. Idriss parla d'un ton bas mais ferme, comme un chef qui donne ses ordres. Ce n'est pas juste une opportunité, c'est la seule porte qui s'ouvre à nous. Il sortit de sa poche un petit talisman enveloppé dans un tissu rouge. L'homme m'a donné ça. Le reste, c'est à nous de le faire. Personne ne bougea. Idriss décrivit la cérémonie dans ses moindres détails, le lieu, l'heure, les gestes à accomplir. Plus il parlait, plus ses mots ressemblaient à des chaînes qui s'enroulaient autour de Karim et Samuel. Il évoqua les voitures de luxe, les comptes bancaires remplis, les voyages, l'influence. Il savait où appuyer, sur les frustrations accumulées, sur la peur de vieillir dans la misère. Puis il ajouta d'une voix presque douce. « Malik, il ne souffrira pas longtemps. Et il ne saura même pas ce qui se passe. » Ces mots firent frissonner Samuel. Karim sentit un mélange de colère et de désespoir. Il ne voulait pas perdre Malik, mais il voyait aussi dans les paroles d'Idriss un chemin vers la liberté. Samuel, lui, était déjà presque convaincu, mais l'idée de regarder Malik dans les yeux le lendemain le terrorisait. Idriss, implacable, leur fit comprendre que refuser signifiait rester pauvre, humilié et oublié. Le tonnerre gronda dehors, comme pour sceller ses paroles. Et dans ce grondement, leurs derniers scrupules commencèrent à s'effriter. Finalement, Karim demanda. « Si on dit oui, quand ?» Idriss esquissa un sourire froid. « Dans 3 jours. » La nuit de la nouvelle lune. Le silence qui suivit équivalait à un accord tacite. Aucun mot oui ne fut prononcé, mais les regards suffisaient. Idriss rangea le talisman et leur donna leur rôle. Chacun savait désormais ce qu'il aurait à faire. Dehors, la pluie s'arrêta net, laissant un silence pesant, comme si même le ciel retenait son souffle. Le lendemain, Malik retrouva ses amis comme si de rien n'était. Il parla de ses projets, de la réparation d'un vieux téléphone qu'il espérait revendre, de petites choses simples. Karim et Samuel lui répondirent, mais sans le regarder trop longtemps, de peur que leurs yeux ne trahissent leur secret. Idriss, lui, observait Malik avec une étrange tendresse, comme quelqu'un qui regarde un trésor qu'il s'apprête à détruire. Dans 3 nuits, l'amitié deviendrait un souvenir. Et le prix de la richesse serait payé dans le sang. La nuit de la nouvelle lune, le ciel était d'un noir absolu, comme si les étoiles elles-mêmes refusaient de témoigner. Idriss, Karim et Samuel marchaient en silence derrière Malik, qui croyait rejoindre un investisseur pour un projet commun. Leurs pas résonnaient sur un chemin de terre humide. Au loin, la silhouette de la vieille maison en ruine se dessinait, ses murs fissurés se détachant à peine dans l'obscurité. Une brise glaciale soufflait, portant avec elle l'odeur de l'encens, la même odeur que celle de la première rencontre avec l'homme au boubou noir. En entrant dans la maison, Malik s'arrêta net. Au centre, un cercle tracé avec une poudre rouge sombre, entouré de bougies vacillantes. L'homme au boubou noir était là, immobile, les attendant. Il fit signe à Idriss de le rejoindre, puis posa son regard sur Malik. « Bienvenue, fils. »
Sa voix résonna étrangement, comme si elle venait de plusieurs directions à la fois. Malik, troublé, demanda ce qui se passait. Idriss posa une main sur son épaule et lui répondit doucement. « Fais-moi confiance. » Mais son ton n'avait rien de rassurant. Karim sentit ses mains trembler. Samuel, le cœur battant, évitait de croiser le regard de Malik. Ce dernier, confus, tenta de sourire, mais ses yeux cherchaient désespérément des réponses. L'homme au boubou noir commença à psalmodier dans une langue ancienne, et l'air sembla devenir plus lourd. Idriss, lui, paraissait étrangement serein, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Chaque mot prononcé résonnait dans la poitrine de Malik, lui donnant la sensation d'être pris au piège. Une sueur froide lui coula le long de la nuque. L'homme sortit un couteau finement décoré et le tendit à Idriss. « C'est toi qui ouvres la porte, dit-il. » Idriss le prit sans hésiter, puis demanda à Malik de s'asseoir au centre du cercle. Karim et Samuel se placèrent derrière lui, comme prévu. Malik, troublé mais encore confiant en ses amis, obéit. Les bougies vacillèrent violemment, comme agitées par un vent invisible. L'homme au boubou noir intensifia ses incantations, et Idriss leva légèrement le couteau, ses yeux fixés sur Malik, qui commençait enfin à comprendre que quelque chose n'allait pas. Un bruit sec résonna, Malik venait de se lever brusquement. « Idriss, qu'est-ce que... » Il n'eut pas le temps de finir. Samuel posa ses mains sur ses épaules, Karim se plaça devant lui pour bloquer la sortie. Les bougies s'éteignirent tout en même temps, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. Puis, dans ce noir complet, la voix de l'homme résonna. « Le prix doit être payé, maintenant. » Un éclair illumina la pièce un instant, révélant les visages crispés, et le couteau toujours levé. L'éclair qui venait de frapper au loin laissa derrière lui un silence terrifiant. Les bougies s'étaient rallumées toutes seules, projetant sur les murs fissurés des ombres déformées. Malik était toujours maintenu par Samuel et Karim, son regard passant de l'un à l'autre, incompréhensif et tremblant. Idriss, au centre, tenait le couteau, la lame scintillant à la lumière vacillante. L'homme au boubou noir psalmodiait plus vite, ses mots se transformant en un grondement guttural. Malik ouvrit la bouche pour crier, mais sa voix sembla se perdre dans l'air épais, comme étouffée par une force invisible. Idriss s'approcha lentement, posant une main froide sur l'épaule de Malik. « Pardonne-moi, frère, mais je ne peux plus reculer. » Malik secoua la tête, les yeux écarquillés. « Idriss, je t'en prie, c'est moi, c'est Malik. » Le couteau trembla légèrement dans la main d'Idriss, mais le regard impitoyable de l'homme au boubou noir le fixa comme une lame invisible. « Fais-le, ou reste pauvre jusqu'à ta mort, » dit-il, sa voix comme un écho venu d'un autre monde. Un frisson glacial parcourut toute la pièce. Karim, les mains crispées sur les bras de Malik, sentait ses entrailles se nouer. Samuel, de l'autre côté, évitait de croiser les yeux implorants de leur ami. Malik, lui, cherchait encore à comprendre comment ceux qu'il considérait comme ses frères pouvaient le livrer ainsi. Idriss ferma les yeux un instant, comme pour se couper de la réalité, puis les rouvrit avec une dureté nouvelle. Ses traits n'étaient plus les mêmes, il ne semblait plus hésiter. L'air vibrait, et un étrange bourdonnement emplissait la pièce. Même les murs semblaient se resserrer autour d'eux. Idriss leva le couteau haut dans les airs. Les bougies vacillèrent comme soufflées par une rafale invisible. L'homme au boubou noir s'arrêta soudain de parler, laissant planer un silence glaçant. Puis Idriss abaissa lentement la lame. Un cri bref, coupé net, résonna à travers la maison. Les bougies s'éteignirent tout en même temps. Dans l'obscurité, seul le son d'un liquide s'écoulant sur le sol se fit entendre. L'homme au boubou noir reprit ses chants, mais cette fois, il résonnait comme des rires lointains. Quelque chose venait de changer dans l'air, un poids, une présence invisible. Lorsque les bougies se rallumèrent, Malik n'était plus qu'un corps immobile au centre du cercle. Les yeux de Karim et Samuel brillaient de larmes, mais aucun mot ne franchit leurs lèvres. Idriss, lui, fixait le sol, ses doigts serrant encore le manche du couteau. L'homme au boubou noir ramassa la poudre rouge et la dispersa autour du corps, murmurant. « Le pacte est scellé. La richesse est à vous. » Et à cet instant, dehors, la pluie s'arrêta. Un vent chaud balaya la pièce, et au loin, des chiens se mirent à hurler.
Le matin qui suivit le rituel, la ville semblait différente. Le soleil brillait d'un éclat presque irréel, et l'air paraissait plus léger, pour eux. Idriss, Karim et Samuel se réveillèrent chacun dans un lit qui n'était pas le leur, drap propre, odeur de parfums coûteux, fenêtres donnant sur des quartiers qu'ils n'avaient vus qu'en rêve. Dans leurs poches, des clés de voiture flambant neuves, et sur la table, des enveloppes épaisses remplies de billets. Ils n'avaient posé aucune question. Ils savaient. Le pacte avait tenu parole. Le luxe venait de frapper à leur porte, sans prévenir. En quelques jours, tout changea. Idriss acheta une villa sur les hauteurs de la ville, Karim s'offrit une voiture de sport rouge vif, Samuel investit dans un bar chic où il recevait politiciens et artistes. Des comptes bancaires secrets, déjà pleins, leur permettaient de dépenser sans compter. Ils se retrouvaient dans des restaurants où l'addition équivalait à plusieurs mois de leur ancien salaire. Chacun goûtait à une vie qu'il n'avait jamais imaginée possible. Mais derrière chaque sourire, il y avait une ombre. Malik n'était plus là. Et aucun d'eux n'osait prononcer son nom. Idriss se comportait comme un roi, convaincu d'avoir pris la bonne décision. Karim, bien qu'ébloui par ce nouveau confort, se surprenait parfois à sursauter en entendant un rire qui lui rappelait Malik. Samuel, lui, buvait plus que de raison, cherchant à noyer une culpabilité qui ne le quittait pas. Mais plus les jours passaient, plus la richesse semblait leur coller à la peau, comme une seconde nature. Ils n'étaient plus des survivants, mais des prédateurs dans un monde qui leur appartenait enfin. Et pourtant, parfois, dans le silence, ils sentaient comme une présence invisible. Pour faire taire les doutes, ils décidèrent de profiter pleinement. Idriss organisa des fêtes extravagantes dans sa villa, Karim se lança dans la course automobile amateur, Samuel multiplia les soirées privées dans son bar. Ils voyageaient, dépensaient, exhibaient leur réussite sur chaque photo. Leurs anciens amis du quartier venaient mendier des aides financières, qu'ils donnaient ou refusaient selon leur humeur. Le passé semblait loin, enterré avec Malik. Ou du moins, c'est ce qu'ils voulaient croire. Car au fond, chacun d'eux savait que certaines tombes ne restent pas fermées pour toujours. Un soir, après une fête interminable, Idriss se réveilla seul dans sa villa. En descendant dans le salon, il trouva sur la table basse un vieux ballon dégonflé, celui qu'ils utilisaient dans leur enfance. Il jura qu'il n'était pas là la veille. Sur la surface sale, un mot était griffonné. Pourquoi ? Le lendemain, Karim retrouva sa voiture avec une trace de main rouge sur le pare-brise, et Samuel, en ouvrant son bar, entendit une voix chuchoter son nom dans le noir. Le luxe venait peut-être avec un prix, et le paiement n'était pas terminé. Une semaine après la découverte du ballon dégonflé, les signes étranges se multiplièrent. Karim, en pleine nuit, se réveilla en sursaut après avoir senti une main glacée se poser sur son épaule. Samuel, seul dans son bar, vit une silhouette passer furtivement derrière le comptoir alors que toutes les portes étaient verrouillées. Idriss, lui, entendait presque chaque soir des coups sourds résonner dans les murs de sa villa, comme si quelqu'un tapait de l'intérieur. Aucun d'eux n'osait en parler ouvertement, mais tous savaient que ces phénomènes avaient un point commun, Malik. Un soir, lors d'un dîner luxueux dans un restaurant 5 étoiles, ils décidèrent enfin d'aborder le sujet. Samuel, nerveux, posa son verre et dit : « Je crois que Malik est encore là. » Karim baissa la tête, incapable de nier. Idriss, d'abord silencieux, finit par avouer : « Je le sens aussi. » À ce moment précis, toutes les lumières du restaurant s'éteignirent pendant quelques secondes. Lorsqu'elles se rallumèrent, un seul verre était tombé, celui de Malik, resté vide sur la table depuis le début. Pourtant, personne n'avait commandé pour lui. La peur commença à ronger leur confiance. Karim, qui jusque-là profitait pleinement de sa voiture et de son confort, se mit à vérifier chaque recoin de sa maison avant de dormir. Samuel, qui vivait de nuit, ferma plutôt son bar, incapable de supporter la sensation d'être observé. Idriss, malgré son arrogance habituelle, dormait désormais avec une lumière allumée. Mais ce qui les terrifiait le plus, c'était cette impression que Malik ne cherchait pas seulement à les effrayer, mais à leur faire comprendre quelque chose. Comme si la dette n'était pas encore réglée. Ils tentèrent d'ignorer ces manifestations, se disant qu'il ne s'agissait que de leur imagination ou de remords.
Idriss organisa même un voyage pour changer d'air et échapper aux rumeurs qui commençaient à courir autour d'eux. Mais même à l'étranger, les signes les suivaient, une serviette d'hôtel portant l'inscription Pourquoi, une photo de groupe qui, après développement, montrait une silhouette floue derrière eux, un parfum familier flottant dans les couloirs la nuit. Ils comprirent alors que fuir ne servait à rien. Malik était partout. Une nuit, de retour dans sa villa, Idriss fut réveillé par un murmure juste à côté de son lit. « C'est bientôt. » Il se leva en sursaut, alluma la lumière, et trouva, posé sur sa table de chevet, le vieux couteau du rituel. La lame était encore humide, comme si elle venait de servir. Le lendemain matin, il convoqua Karim et Samuel. « On doit parler, sinon il va nous prendre un par un. » Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la véritable descente aux enfers ne faisait que commencer. Le premier drame arriva sans prévenir. Une nuit, la mère de Karim fut retrouvée sans vie dans son sommeil, sans aucune cause apparente. Le médecin parla d'un arrêt cardiaque, mais Karim savait que quelque chose d'autre rôdait. Quelques jours plus tard, le bar de Samuel prit feu, détruisant tout ce qu'il possédait, alors que les pompiers ne purent expliquer l'origine des flammes. Idriss, lui, découvrit un matin que la moitié de son compte bancaire avait disparu, sans aucune trace de transaction. En moins d'un mois, la fortune qui les avait rendus puissants devenait une chaîne qui les étranglait. Karim, brisé par la perte de sa mère, accusa Idriss d'avoir ouvert une porte qu'il ne pouvait plus refermer. Samuel, de plus en plus nerveux, affirma avoir vu Malik dans un rêve, assis à la table de son bar brûlé, lui disant « Tout se paie ». Idriss tenta de garder le contrôle, affirmant que ce n'était que des coïncidences, mais ses mains tremblaient en permanence. La nuit suivante, tous les trois reçurent le même message anonyme sur leur téléphone. 3 dettes. 3 vies. 3 nuits. Le compte à rebours venait de commencer. Leur assurance s'effondra. Karim ne sortait plus de chez lui, barricadant portes et fenêtres. Samuel passait ses nuits à boire, tentant d'oublier l'inévitable. Idriss, rongé par la peur mais refusant de l'admettre, engagea des gardes du corps, persuadé qu'il pouvait acheter sa sécurité. Mais aucun argent, aucun mur, aucune arme ne pouvait les protéger de ce qu'ils avaient invoqué. Chaque bruit, chaque ombre, chaque parfum familier leur rappelait Malik. Et plus ils se repliaient sur eux-mêmes, plus la présence se faisait sentir, comme si Malik se nourrissait de leur terreur. Ils décidèrent de consulter un vieil homme connu pour ses connaissances spirituelles. Après avoir écouté leur récit, celui-ci secoua la tête. « Vous avez pris un raccourci avec le monde invisible. Mais le chemin que vous avez ouvert, il ne se referme pas. » Il leur parla de rituels de protection, mais précisa qu'aucun ne pouvait annuler un pacte scellé par le sang d'un frère. La seule solution qu'il évoqua fut si terrible qu'aucun d'eux n'osa la répéter. Ils quittèrent sa maison plus effrayés qu'en arrivant. Cette nuit-là, Idriss entendit à nouveau le murmure dans sa chambre, plus proche que jamais. Premier. Au même moment, un appel de Karim brisa le silence. Sa voix paniquée criait. Samuel, il est. Puis plus rien. Une coupure nette, suivie d'un bruit métallique. Idriss se précipita hors de sa chambre, mais il savait déjà que quelque chose venait de se produire. Le lendemain matin, Samuel ne répondit à aucun appel. Et sur la porte de son appartement, quelqu'un avait tracé en lettres rouges, 2 restants. 2 jours après la disparition de Samuel, Karim et Idriss se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards. Karim avait le visage creusé, les yeux rouges de fatigue et de peur. Idriss, lui, portait encore ses vêtements de luxe, mais son assurance avait disparu. Sur la table, entre eux, reposait une enveloppe anonyme reçue le matin même. À l'intérieur, une photo récente de Samuel, mais sur laquelle il était assis à côté de Malik, souriant, comme si rien ne s'était passé. Au dos, un mot écrit d'une écriture qu'ils connaissaient tous les deux, « À bientôt ». Le même jour, Idriss apprit que sa villa était mise aux enchères. Ses comptes bancaires venaient d'être gelés suite à une enquête pour transactions suspectes. Karim, quant à lui, reçut la visite d'hommes armés réclamant les dettes de jeu qu'il avait accumulées en secret. Ils comprirent que non seulement leur fortune s'évaporait, mais que leur sécurité physique était menacée. Pire encore, les signes de Malik devenaient quotidiens,
voix dans le téléphone, silhouettes dans les miroirs, objets qui disparaissaient puis réapparaissaient maculés de poudre rouge. Le pacte n'était plus un simple souvenir, c'était une condamnation en cours. Karim craqua en premier. Il accusa Idriss de les avoir tous condamnés pour son ambition personnelle. Idriss répliqua avec rage, affirmant que sans lui il serait encore en train de mendier. Mais au fond, il savait qu'il avait franchi une ligne que rien ne pourrait effacer. La peur les rongeait au point de les empêcher de dormir. Chaque ombre était suspecte, chaque bruit devenait une menace. Et plus les jours passaient, plus ils sentaient que Malik jouait avec eux, comme un chasseur qui savoure la terreur de ses proies avant de les abattre. Idriss proposa de quitter le pays immédiatement. Karim, hésitant, finit par accepter, mais exigea qu'ils se séparent pour brouiller les pistes. Ils fixèrent un point de rendez-vous dans une autre ville, 3 jours plus tard. En attendant, Idriss fit appel à ses derniers contacts pour obtenir de faux papiers, tandis que Karim vendit ce qui lui restait pour réunir un peu d'argent. Mais ils ignoraient que chaque mouvement, chaque geste, chaque décision. Malik les observait. Le pacte les liait encore, et aucune frontière ne pouvait briser ce lien invisible. La veille de leur départ, Karim reçut un appel sur son vieux téléphone, celui qu'il n'utilisait plus depuis des années. Une seule phrase fut prononcée, avec la voix de Malik. Deuxième. Le lendemain matin, Idriss trouva Karim inanimé dans sa chambre, ses yeux grands ouverts fixant le plafond. Sur le mur, en lettres rouges, un nouveau message, dernier. Seul désormais, Idriss comprit que le compte à rebours touchait à sa fin. Mais il ne savait pas encore que Malik avait réservé pour lui une fin bien plus lente et cruelle. 2 nuits après la mort de Karim, Idriss errait seul dans une chambre d'hôtel miteuse, le visage creusé par la fatigue. Il avait laissé derrière lui ses villas, ses voitures, ses habits de luxe. Dans ses mains, il serrait toujours le talisman rouge remis par l'homme au boubou noir. Au milieu de la nuit, on frappa doucement à sa porte. En ouvrant, Idriss découvrit un vieil homme à la barbe blanche, appuyé sur un bâton sculpté. Ses yeux semblaient tout savoir. Sans même demander, l'étranger entra et s'assit, comme s'il avait été attendu depuis longtemps. Le vieil homme parla d'une voix lente. « Je sais ce que tu as fait, et ce que tu as signé. » Idriss, méfiant, resta silencieux. L'homme poursuivit. « Le pacte que tu as scellé n'était pas un marché pour acheter la richesse, mais pour louer ton âme. Et l'âme de ceux qui ont participé. » Il expliqua que la vie de Malik, offerte en sacrifice, n'avait été que la première partie du paiement. La seconde partie, inévitable, consistait à ce que chaque bénéficiaire meure dans la peur et la solitude, afin que leur esprit reste prisonnier du monde invisible, au service de Malik. Idriss sentit son cœur s'emballer. Il tenta de nier, d'accuser l'homme au boubou noir de mensonge, mais le vieillard secoua la tête. « Tu croyais acheter ton avenir, mais tu n'as fait que payer ton tombeau. » Les mains d'Idriss tremblaient. Une vague de souvenirs le submergea, les rires de Malik, leurs promesses d'adolescent, la nuit du rituel. Pour la première fois, Idriss ne vit plus Malik comme une menace, mais comme une victime qui exigeait justice. Pourtant, la peur dominait tout. Il comprit que rien ne pourrait arrêter ce qui approchait. Le vieil homme lui donna un choix, tenter de fuir encore et mourir dans la terreur, ou se présenter volontairement sur la tombe de Malik pour affronter son destin. Idriss hésita longuement. La fuite semblait vaine, mais se livrer signifiait mettre fin à tout espoir, même illusoire. Finalement, il demanda. « Mais si je refuse ?» Le vieil homme répondit simplement. « Alors il viendra te chercher, et il ne sera pas seul. » Puis il disparut aussi mystérieusement qu'il était venu, laissant derrière lui une odeur d'encens familière. Cette nuit-là, Idriss rêva qu'il se tenait dans le cercle du rituel, mais cette fois, c'était lui au centre. Malik, debout face à lui, tenait le couteau. Autour, Karim et Samuel, les yeux vides, chantaient les mêmes paroles que l'homme au boubou noir. Idriss se réveilla en hurlant, le cœur battant. À côté de son lit, il trouva un petit miroir fissuré. En le regardant, il ne vit pas son reflet, mais le visage de Malik, souriant. Une seule phrase résonna dans la pièce. « Demain, Idriss, demain. » Le lendemain, Idriss se réveilla avec la sensation d'être observé. Chaque rideau,
chaque coin sombre semblait cacher une silhouette. En se levant, il trouva sur le sol de sa chambre d'hôtel une enveloppe rouge. À l'intérieur, une seule photo, lui, endormi, prise pendant la nuit. Au dos, ces mots tracés en lettres noires, « Ce soir ». La panique monta d'un coup. Idriss verrouilla la porte, ferma toutes les fenêtres, mais il savait que rien de physique ne pouvait l'arrêter. Malik venait. Et cette fois, il ne se contenterait pas de murmurer. À la tombée du jour, l'air devint lourd, presque irrespirable. Les bruits de la ville semblaient s'éteindre, comme si tout autour se préparait à un événement. Idriss tenta de joindre un ancien contact pour quitter la ville immédiatement, mais chaque appel échoua. Les lumières de la chambre clignotèrent, puis s'éteignirent complètement. Dans l'obscurité, une voix claire, calme et implacable résonna. « Tu as pris ma vie, Idriss, maintenant, je viens pour la tienne. » Cette fois, ce n'était plus un murmure. C'était une présence tangible, qui emplissait la pièce. Le souffle court, Idriss recula jusqu'au mur, son cœur battant à s'en rompre. Il se mit à supplier, à parler dans le vide. « Malik, je ne voulais pas. » Ces mots se perdaient dans l'air froid. Des images s'imposaient à son esprit, la nuit du rituel, le regard de Malik, ses mains tremblantes. Idriss se vit lui-même, le couteau en main, figé dans cet instant où tout avait basculé. Une culpabilité écrasante le submergea, mais elle arrivait trop tard. Dans ses entrailles, il savait que le verdict était déjà prononcé. Rassemblant son courage, Idriss saisit le talisman rouge et le brandit devant lui, espérant qu'il puisse repousser Malik. La voix éclata de rire, un rire qui résonna jusque dans ses os. « Ce talisman m'appartient, Idriss. » Soudain, l'objet se réchauffa dans sa main, brûlant presque sa peau, avant de se désintégrer en poussière rouge. Une ombre s'avança lentement dans la pièce, prenant forme humaine. Les contours du visage de Malik se dessinèrent dans la pénombre. Idriss sut que son dernier choix n'était plus entre vivre ou mourir, mais entre souffrir ou disparaître. Malik s'arrêta à quelques pas de lui, le regard intense, presque apaisé. « Et minuit » dit-il simplement. Puis il disparut, laissant Idriss seul dans l'obscurité, le souffle court, le corps glacé. La pièce était redevenue silencieuse, mais tout semblait prêt pour l'ultime rencontre. Idriss comprit que, quoi qu'il fasse, il ne verrait pas le lever du soleil. Il s'assit sur le lit, tremblant, et murmura pour lui-même. Peut-être que c'est mieux ainsi. Au loin, l'horloge de la ville sonna 11 coups. Le dernier chapitre venait de commencer. 11 coups avaient déjà résonné dans la nuit. Idriss restait assis, immobile, incapable de détourner son regard de l'horloge murale dont l'aiguille des secondes avançait avec une lenteur insoutenable. Chaque tic-tac semblait marteler son cœur. Puis, à quelques minutes de minuit, la température de la pièce chuta brutalement. Une brume fine commença à s'infiltrer par les fissures de la porte et des murs. Idriss sentit une odeur familière, l'encens du rituel. Son souffle se fit court, ses mains moites. Il savait que Malik approchait, et que cette fois, il n'y aurait ni négociation, ni fuite possible. À minuit pile, toutes les lumières de l'hôtel s'éteignirent. Idriss entendit des pas lents, mesurés, monter les escaliers. Chaque marche semblait grincer comme si elle portait un poids immense. La poignée de sa porte tourna lentement, sans précipitation. Quand elle s'ouvrit, Malik apparut, vêtu des mêmes vêtements que la nuit du sacrifice. Son visage n'exprimait ni colère ni joie, seulement une étrange sérénité. Il fit un pas dans la pièce et dit d'une voix basse. « Il est temps, Idriss. » Chaque syllabe vibrait comme un écho venu de très loin, mais aussi terriblement proche. Idriss sentit ses jambes fléchir. Les souvenirs défilèrent, leur enfance, leur rire, les promesses faites au bord des ruelles poussiéreuses. Il se mit à pleurer, non pas pour sa propre mort imminente, mais pour ce qu'il avait détruit. « Malik, je suis désolé. » Un silence lourd suivit. Malik le fixait toujours, comme s'il cherchait à lire au plus profond de son âme. Idriss pensa voir, l'espace d'un instant, une lueur de compassion dans ses yeux. Mais elle disparut aussitôt, remplacée par une détermination glaciale. Le jugement ne serait pas retardé. Malik leva lentement sa main,
et la porte derrière lui se referma d'un claquement sec. L'air devint si dense qu'Idriss eut l'impression de respirer sous l'eau. Ses mouvements étaient lents, presque paralysés. Malik avança, posa une main glaciale sur son épaule, et Idriss sentit une chaleur étrange quitter son corps, comme si on aspirait sa vie. Les murs se mirent à vibrer, et des murmures résonnèrent dans toute la pièce, les voix de Karim et Samuel. Idriss comprit alors qu'ils étaient là, piégés, témoins silencieux de son dernier souffle. Un dernier souffle échappa à Idriss, et tout devint noir. Quand la lumière revint, la chambre était vide. Seul restait, posé sur le lit, le vieux ballon dégonflé de leur enfance. Sur sa surface, une phrase avait remplacé toutes les autres marques, le pacte est complet. Au même moment, dans une autre partie de la ville, un jeune homme entra dans la maison en ruine où tout avait commencé. Un homme au boubou noir l'accueillit avec un sourire. « Alors, tu veux changer ta vie ? Il y a des histoires qui s'éteignent avec ceux qui les ont vécues. Celle d'Idriss, Karim, Samuel et Malik, elle, a survécu, comme une cicatrice invisible gravée dans les ruelles de leur quartier. Ils avaient grandi ensemble, rêvé ensemble, juré de ne jamais se trahir. Mais la faim, la misère et la tentation leur avaient montré que les serments les plus solides pouvaient se briser sous le poids de l'avidité. Leur ascension fulgurante avait été saluée comme un miracle, mais en réalité, c'était un marché avec l'invisible. Et dans ce genre de marché, la richesse n'est qu'un appât, le véritable prix, c'est l'âme. Malik, celui qu'ils avaient sacrifié, n'avait pas disparu. Il était devenu le gardien de la dette, le collecteur implacable qui s'assurait que chaque compte soit soldé. Karim avait payé par la perte de ce qu'il aimait le plus, Samuel par les flammes qui avaient dévoré son monde, Idriss par un face-à-face direct avec la vengeance. Tous avaient cru pouvoir échapper au pacte, mais ils les avaient suivis comme une ombre attachée à leurs pas. Et quand leur temps fut venu, aucun mur, aucune arme, aucun billet ne put les protéger. Aujourd'hui encore, certains habitants jurent entendre, certains soirs, un ballon rouler tout seul dans la rue, ou sentir une odeur d'encens flotter sans raison. D'autres parlent d'un homme vêtu d'un boubou noir, observant depuis l'ombre ceux qui rêvent trop fort. Les plus superstitieux disent qu'ils cherchent les prochains candidats, ceux prêts à échanger une vie contre une autre pour obtenir ce qu'ils désirent. Mais au fond, la vraie leçon de cette histoire n'est pas dans la peur. Elle est dans la certitude que chaque trahison laisse une cicatrice. On peut acheter l'or, les voitures, les villas, mais on ne rachète jamais une âme trahie. Et dans le silence des nuits sans lune, il reste cette phrase, flottant comme un avertissement. On ne trahit pas un frère, sans enterrer son propre cœur. 3 mois après la disparition d'Idriss, un vieil homme du quartier, Maury, raconta ce qu'il savait à un journaliste local. Assis sur un banc, il avait les yeux perdus dans le vide, comme s'il revivait chaque instant. Ils étaient 4, puis 3, puis 2, puis plus qu'un. Et aujourd'hui, il n'en reste aucun. Le journaliste, intrigué, lui demanda comment il pouvait en être sûr. Maury soupira et montra un petit sac qu'il portait autour du cou. À l'intérieur, un morceau de tissu rouge taché, et un bouton métallique portant les initiales de Malik. Maury expliqua qu'il avait connu les 4 amis depuis leur enfance. Il avait vu leur ascension soudaine, leur fête, puis leur chute rapide. Mais surtout, il avait été témoin d'événements étranges, des ombres qui se glissaient dans leur maison, des voix chuchotant leur nom, et, à chaque décès, une poudre rouge retrouvée sur le pas de leur porte. Ce n'était pas de la simple malchance. Ils avaient ouvert une porte qu'ils ne pouvaient pas refermer. Il raconta aussi que la nuit où Idriss disparut, il avait vu, depuis sa fenêtre, un ballon dégonflé rouler dans la rue, tout seul. Le journaliste, de plus en plus mal à l'aise, tenta de rester rationnel. Mais les détails que donnait Maury concordaient avec certaines rumeurs circulant depuis des années dans la ville, un homme mystérieux, vêtu d'un boubou noir, apparaissant toujours avant la disparition soudaine de jeunes hommes ambitieux. Maury, lui, semblait convaincu que Malik ne s'était jamais vraiment envolé, mais qu'il continuait d'exister, quelque part entre ce monde et l'autre, lié à un cycle éternel. Ce qui s'est passé avec eux, recommencera. Le journaliste sentit un frisson lui parcourir l'échine. Avant de partir, le journaliste demanda à Maury ce qu'il comptait faire de ce morceau de tissu rouge. Le vieil homme répondit qu'il le garderait comme avertissement, un symbole du prix à payer quand on vend son âme. Peut-être qu'un jour, quelqu'un écoutera et comprendra.
Puis il se leva, salua, et s'éloigna dans les ruelles. Le journaliste rangea son carnet, certain qu'il venait de recueillir une histoire qui ferait sensation, mais aussi inquiet de l'avoir entendue. Il ignorait encore que certains récits, une fois écrits, attirent l'attention de ceux qu'ils évoquent. Ce soir-là, en rentrant chez lui, le journaliste trouva sur son bureau un objet qu'il n'avait jamais vu, un vieux ballon dégonflé. En le soulevant, il découvrit qu'il était taché d'une fine poudre rouge. Son téléphone vibra. Un nouveau message s'afficha, sans numéro d'expéditeur. Et si c'était toi, le prochain? Il laissa tomber le ballon, le cœur battant. Au loin, une silhouette en boubou noir observait depuis l'ombre, immobile. Le cycle venait peut-être de recommencer.